très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, amoureux d'un livre 1000 idées. Nous voici une fois de plus pour échanger aujourd'hui autour d'un livre intéressant qui va vous faire énormément plaisir. Il s'agit du recueil de poèmes Chaleur froide d'une école au bordel. Eh ben, c'est un titre qui fait parler de lui. Ça vous intrigue sûrement, j'en suis sûr. Et la personne qui nous a produit ce livre, il s'agit simplement de M. Samuel Tchibouete-Isiala. Alors pour la petite présentation, M. Samuel est écrivain et également enseignant de français dans plusieurs écoles ici à Lubumbashi, à qui on va dire bonjour et bienvenue. Merci Jean-Marc pour l'invitation et bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, téléspectateurs de la radio-télévision Moja et ceux de la radio Maria. Alors, M. Samuel, il y a la première des choses qui nous intrigue, c'est le titre. Parce que généralement, lorsqu'on prend un ouvrage avant de le feuilleter, il y a le titre vraiment qui attire. Et il essaye de donner des éléments dont il est question. Parfois, non, pas du tout, parce qu'il y a des livres qui ont des titres qui n'ont rien à voir avec leur contenu. Alors, Chaleur froide d'une école au bordel. Pourquoi le choix de ce titre-là? Chaleur froide d'une école au bordel, c'est le titre de ces recueils qui pose problème quant à son interprétation. Une chaleur qui devient froide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la problématique. Déjà, le titre lui-même contient tout un message. Chaleur dans les contextes humains, dans les contextes climatologiques, c'est une sorte de température de haut niveau qui monte dans l'organisme et qui a un impact sur certains organes ou certains corps à haute température. Mais la chaleur, au sens spirituel du terme, c'est l'ardeur, la ferveur, ainsi de suite. Alors ici, le titre de ces recueils, quand je dis chaleur froide, la chaleur dont il est question, c'est une chaleur d'ordre patriotique. Donc le dynamisme, la vision, malheureusement caractérisée par une certaine fraîcheur, ou tiédeur, pas fraîcheur, mais tiédeur, timidité. Alors le froid, quand on dit chaleur froide, c'est que la chaleur qui devient froide, c'est un indice de la déception, parce qu'on est déçu. Et c'est un titre oxymoronique, c'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, c'est un titre antithétique qui s'oppose. Ça relève ou ça dénote d'une certaine déception dans la conception du monde. Le monde à comprendre, le monde congolais. Voilà pourquoi tu vas me poser la question de quelle école s'agit-il qui est au bordel. C'est la question suivante. Ici, l'école dont il s'agit, ce n'est pas l'établissement qui organise les savoirs ou qui accueille des jeunes qui doivent suivre, acquérir des différentes instructions. Il ne s'agit pas de ce type d'école-là. Il s'agit plutôt d'un contexte globalisant. C'est l'expansion qui désigne tous les milieux éducatifs. Alors, qui dit milieu éducatif, nous voyons la famille, nous voyons l'église, l'école et éventuellement la société. Ces milieux-là qui sont malheureusement mal en point par moment. Voilà pourquoi je dis chaleur froide d'une école au bordel. Ça veut dire que si je dois aborder la thèse politique, c'est que depuis toujours, parce que c'est un livre qui parle et de l'école et des autres milieux éducatifs, ils vont de pair. Alors si nous devons parler de ces milieux-là, d'abord au plan politique, ça veut dire que l'école en tant qu'institution, en tant que bâtiment, a connu une période d'expansion, une période d'apogée. Alors cet apogée-là est en train de s'émietter petit à petit au fur et à mesure qu'on change de régime. Alors, nous allons y arriver avec le temps et je vais m'étendre. Donc, chaleur froide d'une école au bordel, ce n'est qu'un titre qui inspire la déception sur tous les plans au niveau scolaire.
et au niveau éducationnel. On se rend compte que c'est un recueil de poèmes. On se pose tout de suite une question. Ce sont des thématiques intéressantes qui sont traitées, abordées. Et on se dit, bien, pourquoi avoir choisi le canal de la poésie pour exprimer ses désarrois et non pas, par exemple, la nouvelle, ou les contes, ou le roman, par exemple, même voire même le théâtre. Pourquoi avoir choisi la poésie? Y a-t-il une raison particulière? Ou c'est simplement un choix de l'inspiration qui est venue et puis ben, voilà, vous avez accouché comme ça? Belle question. De par la nature, la poésie, du latin poesis, signifie création ou imagination. Alors, cette création, on l'utilise pour exprimer ses sentiments les plus profonds et les traverser ou les transposer dans l'autre. Alors, du coup, la poésie devient ce moyen ou ces véhicules de messages, de ces sentiments les plus profonds, de ces élans intérieurs. Alors avec la poésie, on se sent plus invité ou plus plongé dans l'affaire qu'avec les autres genres. C'est un genre beaucoup plus engageant qui invite le lecteur à se sentir concerné par le message. Alors du coup, la poésie pousse l'usager de ces genres à devenir poète engagé. Parce que la plupart des poètes, depuis tous les temps, sont engagés. Alors, un poète engagé, c'est celui qui dénonce au travers de sa plume. Il dénonce l'état et les méfaits, les difficultés qu'est en train de vivre sa population. Et propose quelques pistes de solutions. Du coup, le poète devient le mage ou le guide de sa société. Voilà pourquoi j'ai privilégié la poésie, parce que c'est un genre par excellence de dénonciation de situations qui s'avèrent pas bonnes dans une société donnée. Et quand on entre de plein pied dans le recueil de poèmes, personnellement, en les lisant, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de questions qui viennent comme ça. À qui est adressée cette poésie? Parce qu'à un certain moment, le style, il est vraiment kafkaïen. En tout cas, à un certain moment, il y a vraiment de symbolisme, de renvoi à telle image, des mots qui ne veulent pas forcément dire ce qu'on pense d'eux directement. Il y a tout cet ensemble-là, on essaie un peu d'englober. À un certain moment, ce n'est pas assez facilement abordable pour tous. Et je me suis posé cette question, tiens, à qui est-ce qu'on adresse cette poésie? La poésie, pour l'élaborer, a certaines normes à suivre. Il y a des normes à suivre pour pouvoir s'essayer à la poésie. C'est un domaine qui relève d'une culture assez élevée pour pouvoir la lire. Mais à un certain niveau, avec des vers libres, elle accepte aussi la prose. Alors, et cette poésie, c'est une poésie que j'appelle engagée. Alors, le public ou l'électorat auquel elle est destinée, c'est un lectorat assoiffé de comprendre les enjeux, les problèmes parce que la grande question, cette question me pousse à dire d'abord, à donner les grandes motivations qui m'ont amené à pouvoir rédiger ces livres. La première question, c'est une double question. La première, c'est où va l'école congolaise, c'est-à-dire l'école en RDC, et de quoi souffre notre pays. Voilà autant de questions que je me suis posées et auxquelles j'ai tenté d'apporter quelques réponses à ma manière. Alors, du coup, ce recueil s'intéresse ou est proposé à tout Congolais, à tout lecteur, à tout chercheur soucieux de connaître les vrais problèmes dont souffre notre pays. Tous ces lieux, étudiants, élèves, professeurs, chercheurs indépendants, tout le monde qui veut élargir sa culture scientifique peut venir s'abreuver
dans ces livres et trouver quelques pistes de solutions, parce qu'il y a beaucoup qui sont découragés, qui se posent mille et une questions pour qu'est-ce qui ne va pas au pays, où allons-nous? Alors, on est plongé dans une espèce d'inconnu. Donc nos espoirs sont enlisés. Ah oui. C'est pourquoi je parle à un certain niveau de belle médiocratie. La belle médiocratie. Une médiocratie qui devient belle. Alors, c'est apparenté à la démocratie. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie ou de la médiocratie? Alors, cette médiocratie qui devient belle, c'est par transposition, on peut insinuer à un pays qui a un peu de tout, mais qui souffre d'une seule chose. Et je vais essayer de développer de quoi souffrent les pays. Pour comprendre, essayons d'aller en économie, de plonger un pas en économie. Pour prospérer, selon les économistes, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est les sols. Le deuxième pilier, ce sont les capitaux. Et le troisième pilier, c'est l'homme. Et pourtant, notre pays, j'apporte l'aspect politique avant d'aborder l'aspect social ou l'aspect éducatif. Et les 2 premiers piliers, notre pays les a. Les sols, il a un sol généreux, scandaleusement riche comme on le chante à corps et à cri. Alors le deuxième pilier, ce sont les capitaux. Notre pays, pour avoir régorgé ou avoir, je ne sais pas, hérité généreusement des gisements miniers, notre pays dispose de tous les capitaux pour s'enrichir. Mais il lui manque un seul pilier. C'est cela qu'on appelle le capital humain. Le capital humain, selon Gary Becker, je ne suis pas économiste de formation, c'est quand je m'intéressais à cette question, je me suis rendu compte que pour développer une société, il faut d'abord forger des consciences humaines. Alors c'est de ça que j'ose dire ou croire souffre notre pays. Donc il ne souffre que du capital humain. Voilà pourquoi dans mon livre, j'essaie de proposer des pistes de solutions. Je pense qu'on va y arriver, des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage ou de cette obscurité nationale qui fait que le pays souffre toujours de la misère. Parce que nous sommes passés de la pauvreté à la misère. Et du coup, la vie devient invivable et sans espoir. Bref, c'est un livre qui est destiné à tout Congolais, à tout citoyen congolais, désireux de connaître les plaies qui rongent son pays, les maladies dont souffre notre nation, notre patrie. Et en particulier, c'est un livre aussi qui intéresse tout chercheur scientifique, tout élève, tout étudiant, tout professeur, et où tout Congolais intellectuel, tout Congolais animé par l'esprit de la lecture et de la culture. Étant enseignant, est-ce que c'est un coup de gueule au nom de l'enseignement, peut-être au nom du corps enseignant, qu'on lance aux législateurs congolais en charge de l'éducation, vu la dégradation du niveau de l'éducation dans le pays? Bon, parler de la dégradation de l'enseignement, c'est une question qui est complexe. D'abord, il y a un conflit de génération. Parce que ceux qui ont étudié dans les années 60 vont vous dire que nous étions à la plus belle école. Alors que ce sont eux qui dirigent ces pays. Alors, quels sont les fruits qu'ils donnent sur place qui reflètent la bonne école de l'époque? Alors, c'est ça la contradiction. Pourquoi je ne vais pas dire que... y a-t-il une époque où l'enseignement au pays a inspiré, a forgé de bonnes personnes? Parce que le pays s'enfonce. Nous sommes en train de parler, nous sommes dans une espèce de danse-cadence, dans la décadence. Alors, il faut situer les niveaux de l'enseignement à 3 strates. Le premier niveau, c'est l'époque précoloniale, coloniale et post-coloniale. Alors, l'époque précoloniale, là, c'était une formation basée sur
la maîtrise, on donnait des connaissances éparses aux autochtones. Ce n'était pas des connaissances de nature à permettre aux Congolais de s'épanouir ou de s'étendre ou de connaître la science au vrai sens du terme. C'était une connaissance pour pouvoir connaître son nom, son identité. C'était des connaissances, on peut dire, éparses et de miettes de connaissances. À l'époque coloniale, on formait beaucoup plus de catéchistes destinés à donner de la catéchèse dans des écoles. Mais l'époque post-coloniale, après la convention entre l'Église catholique et les écoles publiques, avec l'État, on a maintenant libéralisé l'école. Ainsi qu'à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'école est co-gérée grâce aux conventions entre l'Église et l'État. Depuis cette époque, l'école a connu une certaine période d'apogée. Alors cet apogée s'est traduit par le budget alloué à l'enseignement. Alors, quand je menais des recherches, je me suis rendu compte qu'à partir de 1980, après la zaïranisation, c'est que le budget était pratiquement de 20% qu'on allouait à l'enseignement. Et du coup, à cette époque-là, l'enseignant s'épanouissait et il pouvait s'épanouir, il pouvait répondre aux besoins élémentaires de l'époque. Et il y avait, on pouvait parler de la qualité de l'enseignement qui était élogieuse en ces temps-là. Même si c'était sous le règne de Mobutu, la dictature battait le plein, mais l'enseignant vivait merveilleusement bien. Mais après, de 1900, à partir de 90, des années 90, le secteur de l'enseignement a été négligé. Quand Mobutu s'est vu attaqué par les intellectuels et du coup, il a banalisé, il ne pouvait plus valoriser l'enseignant qu'il considérait comme une grande menace. Donc la crème intellectuelle, c'était une menace pour lui, parce que cette dernière combattait la dictature sous toutes les lignes. Et alors, il fallait du coup étouffer ces secteurs. Alors, vous voyez qu'on est passé de l'apogée vers la décadence. C'est pourquoi je parle de chaleur froide. Donc l'école est partie, est bien partie pour virer vers une certaine défaite. Je ne vais pas dire qui continue jusqu'alors, mais à chacun d'analyser. Du coup, le secteur de l'enseignement n'est plus un secteur générateur d'un bon revenu, ne facilite pas une bonne vie aux praticiens. En tant qu'enseignant, c'est dur d'être enseignant en RDC. Ça, je dois l'affirmer. C'est dur, alors trop dur d'être enseignant en RDC. Pour preuve, aucun ministre de la RDC ne peut accepter que sa fille soit prise en mariage par un enseignant. Ça, ils le savent. Tout simplement, si vous suivez, après recherche, je me suis rendu compte que l'enseignant congolais, il est le dernier sur la liste. En Afrique, les pays qui payent mieux l'enseignant, c'est l'Afrique du Sud. Un enseignant sud-africain touche $2 000 le mois. Alors que l'enseignant congolais, c'est $150 par mois. Ça veut dire que l'enseignement en RDC, c'est toute une autre conversation. Il y a un problème budgétaire alloué. Alors, le budget qui est alloué à l'enseignement congolais, c'est de 9%. Allez-y comprendre que c'est un secteur négligé. Même si avec le temps on est en train de vouloir se rattraper, là nous saluons toute cette volonté manifeste de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, mais les résolutions doivent être bien prises pour que l'enseignement au pays soit essaye de redorer ou de repartir ou essaie de recouvrir sa plus belle robe d'antan des années 80. Parce qu'actuellement c'est une tristesse, c'est chacun qui se réveille et érige ses bâtiments, dit je suis promoteur. Promoteur pourquoi? Parce qu'on veut se faire de l'argent. Là, le but poursuivi n'est plus éducatif, c'est un but qui est beaucoup plus lucratif. Et du coup, on se demande pourquoi créer une école, ériger une école. Pourquoi autant d'écoles sans but? Pourquoi étudie-t-on? Est-ce qu'on a raison de continuer à étudier? On étudie pour étudier.
pour t'amuser actuellement, on va te faire à titre illustratif, pour conforter ce que je suis en train de dire, dans des écoles privées, dans certaines écoles, pour ne pas simplement victimiser les privés, dans certaines écoles, à la fin de l'année, on proclame, on dit tel enfant a échoué, il doit reprendre là 42%, il n'est pas apte à passer dans la classe supérieure. Alors le promoteur qui vient dire, ça c'est mon école. L'enfant c'est lui la marchandise, c'est la manne, notre manne qu'on doit à tout prix conserver. Vous, en tant que titulaire, faites tout pour pouvoir remonter son pourcentage afin qu'il passe dans la classe supérieure. Et du coup, il court derrière les lucres et non la qualité. On n'a plus d'enseignement de qualité. Nous félicitons en passant toutes ces écoles-là qui s'évertuent aussi à créer des bonnes conditions pour que leurs écoles forment ou offrent un enseignement de qualité aux parents. Puisque la hantise des parents, ce n'est plus le contenu, c'est beaucoup plus la beauté, à la recherche des apparences. On veut une belle école, pas une bonne école. Des écoles sans bibliothèque, des écoles où les enfants ne connaissent même pas les mots revus. Et quand vous posez la question, dans certaines écoles, on dit, vous connaissez une librairie? On ne connaît rien. Donc personne, on maîtrise bien les boutiques d'habillement et tout, mais les grandes boutiques qui vendent les livres, on ne les connaît pas sur la ville. Parce qu'on n'a pas initié les élèves à la culture de la lecture. Trop peu le font. Alors nous félicitons toutes ces écoles-là qui se démarquent par leur formation. Voilà, donc le secteur de l'enseignement est en train de... Je dresse un tableau plutôt sombre quant à la qualité de l'enseignement. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que l'enseignant n'est pas motivé. Il y a la prolifération des écoles qui naissent sans but déterminé, sinon lucratif. Et du coup, on ne sait pas pourquoi on va à l'école. Voilà, les autres aspects, je vais les aborder. Ça, c'est le milieu éducatif, c'est les paysages éducatifs tels qu'ils se présentent actuellement. Que doit-on faire pour remédier à ce problème-là? Parce que c'est un bilan qui a été dressé. Que doit-on faire pour redresser la pente? Alors, au début de cette émission, je l'ai souligné, ces livres parlent beaucoup plus des milieux éducatifs qui forgent l'homme. Donc si nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous devons prendre nos responsabilités. En d'autres termes, je me suis interrogé sur l'homme. Donc ce sont des questions d'ordre anthropologique. Ça veut dire qu'à un certain niveau, nos consciences, les consciences congolaises sont en peine à se ressaisir, à dénicher, à détecter le vrai problème. C'est qu'il nous faut assainir les milieux éducatifs. Quels sont les milieux éducatifs? Je l'ai cité. Le premier milieu, on l'appelle la famille, la cellule de base. Et selon John Dewey, il dit à la famille l'éducation, à l'État l'instruction. Ça veut dire que c'est la famille qui doit donner des germes, des bases, les notions de politesse, les notions de ponctualité, les notions de moralité, tout ce qui est éducation qui puisse aider l'homme à se sentir utile dans la société. C'est la famille qui doit s'occuper de tout ça. Malheureusement, beaucoup de parents ont démissionné de leur responsabilité, tout simplement à cause du coût de la vie, mais pas du tout. Mais vous, en tant que parent, vous devez connaître en vous réveillant où va votre enfant à son retour, qu'est-ce qu'il a fait pendant la journée, qu'est-ce qu'il a lu, où est-ce qu'il a été. Alors, ces petites questions-là ont disparu dans nos foyers. Alors, du coup, les parents pensent que c'est l'école qui doit s'occuper de tout ça. L'école qui accueille l'enfant se dit toi, tu ne sais pas saluer tes professeurs. Alors que c'est la responsabilité d'abord des parents. Donc, aux parents d'apprendre les petites notions, les notions élémentaires des politesses.
les notions de croyance. On doit apprendre à prier en famille. L'enfant se forme en famille. C'est pourquoi Nelson Mandela dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante capable de changer le monde. Alors, pour que cette éducation change le monde, c'est au niveau familial. C'est ainsi que certains penseurs disent qu'il ne faut pas dire à l'enfant ce qu'il doit faire, mais vivez avec lui-même saura faire, lui-même saura se débrouiller. Si l'enfant sait que papa, chaque jour, il prie, dès que vous lui dites venez prier, il ne peut pas transiger. Papa, chaque jour, il a l'habitude de lire. Il peut lire. Papa, quand il se réveille, il nous salue. Donc, vous l'initiez petit à petit aux notions élémentaires de politesse. Et donc, c'est la famille. C'est pourquoi je parle de la dégénérescence. La dégénérescence du germe. Donc, il y a un certain niveau, ce germe qui est en train, on assiste à la putréfaction de la famille. Donc, les notions familiales, ou bien les valeurs familiales, sont en train d'être bafouées, foulées aux pieds. Voilà pourquoi avec la montée en puissance de tout ce qu'on a comme culture étrangère, homosexualité, autres là, c'est contraire à notre culture négo-africaine. En tant que négo-africaine, nous ne pouvons pas accueillir de telles valeurs. Et du coup, même les notions d'amour pour la patrie, ça doit s'apprendre en famille. Dès que tu suces un bonbon, le sachet, tu dois le jeter dans la poubelle. C'est en famille. Est-ce qu'en famille, à la maison, il y a une poubelle? À chacun d'y répondre. Et donc, je pense que le vrai problème se trouve là. Parce que c'est cet enfant-là qui est ministrable, qu'on doit nommer ministre ou qu'on doit débattre un jour et qui va devenir président de la République. Donc, nous devons miser sur la transformation, la formation mentale, la formation morale et patriotique des enfants. Alors l'école, malheureusement, j'ai essayé de peindre un tableau sombre de l'école qui n'inspire pas du tout confiance parce que c'est devenu un lieu de marchandisation, des connaissances, où on forme pour former. On ne sait même pas pourquoi on va à l'école. Actuellement, c'est devenu triste. L'église également, c'était un milieu qui devait inculquer des valeurs religieuses, morales, éthiques et tout, mais c'est un lieu où on prêche que la prospérité, faut offrir au détriment des fidèles. Vous voyez que c'est seul le prédicateur qui prospère, même s'il parle de la prospérité, mais il est le seul à prospérer au détriment de ses coreligionnaires. Quand il arrive, trop peu demandent aux chrétiens d'arrêter de pécher, mais sinon de les inviter à prospérer à tous égards. Mais par quel moyen? À tout prix, disent-ils. Et donc l'église, ce n'est plus un lieu où on peut accueillir de nouvelles notions. Alors, la société nous réserve ce dont tu es témoin, c'est une société qui n'est basée sur rien. Donc l'esprit patriotique. Moi je me demande, quelqu'un qui atterrit fraîchement en RDC, qu'est-ce qu'il va retenir du peuple congolais, sinon la magouille? À part quelques-uns ou quelques personnes, quelques-uns qui font montre de l'intégrité. Alors pour y arriver, nous devons lutter contre la pauvreté. Parce que c'est à cause de la pauvreté que nous essayons de mettre en place de nouvelles astuces, des stratagèmes pour survivre. Alors, survivre dans la malhonnêteté. Ainsi, ce que je recommande à nos pilotants, à nos dirigeants, c'est, si je pouvais être un jour chef, c'est de demander d'abord, on commence au niveau national, que l'État ait un domaine agricole pour lutter contre la faim. Parce que c'est la famine qui nous pousse à mendier à tous les niveaux. Parce que si on est rassasié, on n'aura pas à envier l'étranger facilement. Mais parce qu'on est affamé, notre économie est exsangue, du coup on pense que c'est l'ailleurs qui est meilleur. Alors qu'on a tout ce qu'il faut pour nous enrichir. Et donc, demander au gouvernement de disposer de son domaine agricole, à tout député d'avoir aussi un domaine agricole, à tous les ministres de disposer, parce qu'ils en ont les moyens, de disposer d'un domaine agricole aux côtés de leurs affaires qu'ils sont en train de réaliser, de demander à toute école d'avoir aussi un domaine agricole, à toute église un domaine agricole,
à toute paroisse et on peut dire à tous les secteurs. Si chacun a un domaine agricole, on va exploiter notre sol. C'est le début de l'indépendance. Nous avons une indépendance de façade, pas indépendance mentale. L'indépendance mentale, on est indépendant dès lors qu'on ne sait plus résoudre les problèmes du bas étage. Donc c'est chaque jour qu'on doit envoyer des ministres à l'étranger chercher à résoudre la question de la farine. Pendant que votre sol est généreux. Il y a de la pluie qui tombe tous les jours. Mais on ne sait pas y arriver. Et donc ce sont là les petites pistes de solutions pour moi qu'on essaie d'abord de résoudre les problèmes de base. Et encore de demander, moi je parle même d'une dictature positive, que chaque école organise une option agricole. L'agriculture, que ça soit inscrite ou que chaque école essaye d'organiser cette option-là. Parce que quand l'enfant grandit avec l'idée que c'est le sol qui est le début, qui est la source de tout développement, de toute indépendance, du coup même chez lui, il n'aura pas honte de se salir les mains. C'est pourquoi j'avais beaucoup aimé une lettre pastorale parue en 2017 de Monseigneur Gaston Rouvez. Il a écrit « Sèmeur pour s'aimer ». Alors dans cette lettre, il invitait les jeunes à aimer se salir les mains. Parce que nous, Congolais, on appelle des mikilistes, on aime la sape, d'abord la sape. On ne veut pas se salir les mains. Vous voyez les expatriés qui arrivent, ils réalisent qu'il y a toutes les opportunités pour s'enrichir au pays. Et ils nous utilisent. Mais nous-mêmes, nous avons tout ce qu'il faut, mais aveuglés. On est là à passer tout notre temps à mendier. C'est pourquoi je parlais de belle médiocratie. Belle médiocratie, ça signifie qu'il faut qu'on crée des conditions qui nous permettent de nous dépenser. Voilà, donc c'est ça les décors que j'essaie de planter pour que les Congolais sachent que le mal, ce n'est pas simplement le président de la République, mais les responsabilités sont partagées. Même si ce pays, pour moi, souffre encore d'un leader bien inspiré, entre guillemets, leader bien inspiré. C'est-à-dire qu'ils prennent un leader qui sache prendre des décisions qui ont de l'impact sur la société, sur le développement, et non des décisions pour se faire une santé politique ou pour impressionner. Non. Alors, les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit souvent. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Nous sommes déjà à la fin de ce magazine. On dit merci à M. Samuel qui a répondu à notre invitation, qui est venu partager avec nous les réalités de la RDC au travers Chaleur froide d'une école au bordel. N'hésitez pas à venir trouver le livre à la librairie Colline, assise au numéro 48 de l'avenue Lomami. Eh bien, si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui essaye de se battre pour vous produire ce magazine. C'est notamment la révérende sœur Marie-Justine à la technique, ainsi que Monseigneur Adolphe Solochi pour la supervision. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées. Partagez un maximum avec vos amis, vos collègues pour essayer de relever la pente sur le plan de l'éducation à RDC. Surtout, n'hésitez pas à partager, venir chercher le livre pour vous instruire et partager avec les autres. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici et là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.